Et voilà, il est donc 15h05, heure de Paris, et j'ai le plaisir d'ouvrir ce webinaire. Merci à tous les conférenciers d'avoir répondu présent. Merci aux participants, spectateurs, à Manon qui va faire la retranscription. Si vous en avez besoin, c'est dans la barre CC de votre écran. Bienvenue. Vos micros, vos vidéos ne sont pas disponibles, comme vous pouvez le voir. Il y aura un espace de questions-réponses en fin des présentations. Vous pourrez donc dialoguer avec nous, nous envoyer vos questions via la bulle de questions et réponses qui se trouve en bas à droite de votre barre sur l'écran. Et si vous avez des questions par rapport à la technologie ou un souci, là, je vous invite à écrire dans la bulle qui indique « Converser ». Cette session donc, est enregistrée et les présentations, les biographies des conférenciers ainsi que l'enregistrement seront disponibles dans la semaine qui suit sur le site inne.org. Méline, on peut passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi c'est Emeline Marchois, je suis la facilitatrice de la communauté de langue française de l'INE. L'INE, depuis le début de la pandémie Covid-19, a organisé des webinaires en anglais, en français, en portugais, en arabe et en espagnol, et a co-organisé des webinaires qui s'inscrivent dans cette série de webinaires. Pour préparer le webinaire d'aujourd'hui, on a beaucoup travaillé avec Save the Children qui nous a mis en contact avec les autres agences qui ont participé au développement du guide Retour à l'école en toute sécurité, qui fait l'objet du webinaire d'aujourd'hui et que vous pouvez retrouver dans la partie ressources coronavirus du site de l'INE. Donc, je vous remets les visuels pour vous orienter sur la page web de l'INE. On va passer à la prochaine diapo. Voilà, donc cette compilation de ressources est organisée par thème. Et si vous avez besoin de conseils, d'orientation par rapport à ces ressources, vous pouvez toujours me contacter pour obtenir réponse à vos questions. Ce sera avec plaisir. On va changer de diapo. Et j'en profite pour accueillir Honoré qui vient de nous rejoindre. Merci Honoré d'être là. Donc, le webinaire, c'est un rendez-vous particulier aujourd'hui parce que c'est vraiment la présentation du guide pratique interagence retour à l'école en sécurité. J'ai partagé le lien et je le repartagerai avec vous tout au long du webinaire pour ceux qui ne l'ont pas encore. Le webinaire est là pour que vous écoutiez, pour que vous puissiez soutenir vos actions grâce à des témoignages et à des expériences présentées aujourd'hui par les collègues de différentes agences. On l'a organisé en fait en 3 temps, donc une présentation très brève du guide et de ses points clés, et après on regardera par secteur, donc WASH, protection et éducation. Et ensuite, on terminera avec un témoignage de la stratégie de réouverture du Mali. Et puis, on ouvrira la session des questions-réponses. Prochaine diapo, s'il te plaît, Méline. Voilà, l'agenda donc est chargé. On va essayer de faire de notre mieux pour rester dans les temps. À titre indicatif, Serge d'Alexis de Save the Children va nous présenter le guide. Martha Chena de NRC va nous parler de WASH avec un focus sur le Mali. Charlotte Berquin du HCR va nous parler plus de la région centrale Sahel et du Tchad. Sur la thématique éducation, on aura Honoré Kabamba de Save the Children qui nous parlera de son expérience au Mali. Pour la thématique protection, on aura Amanda Azali de Save the Children qui nous parlera d'actions d'intervention au niveau Afrique de l'Ouest.
Et on aura également Aimé Djenebi-Trazier de Save the Children pour nous parler de la Côte d'Ivoire. Et on devrait terminer, s'il se connecte, avec le directeur de l'enseignement fondamental du ministère de l'Éducation nationale du Mali, Mahamadou Keïta. Voilà, et la session de questions-réponses sera modérée par Méline Schwartzberg de Save the Children et par moi-même. Donc, on va pouvoir commencer les présentations avec notre collègue de Save the Children, qui est spécialiste en éducation en situation d'urgence, Serge D'Alexis. Je te laisse la parole, Serge. Merci beaucoup, Méline. Bonjour à tous et à toutes. Encore bienvenue dans ce webinaire sur la présentation du guide pratique, je dirais, retour à l'école en toute sécurité. Comme Méline a annoncé, donc je vais faire une brève présentation du guide parce que je pense que ça a été publié il y a quelques temps et peut-être que vous êtes déjà familier avec le guide. Donc, je vais laisser un peu plus de temps ou la place pour les expériences, je dirais, de terrain sur l'utilisation du guide. Donc, ma présentation sera très brève. En fait, ce guide, je pense, représente une opportunité unique parce que le guide a été, je dirais, développé en prenant en compte trois, je dirais, piliers ou sur trois aspects, je dirais, fondamentaux. La première, c'est l'intégration. Quand on parle d'intégration, on voit que c'est un sujet, je dirais, de plus en plus d'actualité au niveau du terrain, au niveau des programmes, même au niveau des bailleurs. Donc, on sent très bien qu'il y a la nécessité de faire une intégration entre les différents secteurs, que ce soit l'éducation, la protection de l'enfance, l'eau, hygiène et assainissement. Donc, on ne peut plus continuer à travailler vraiment en silo comme ça se fait ou comme ça a été un peu dans le temps. Et le guide un peu représente cet esprit d'intégration. C'est pour ça que vous allez voir, le guide reprend les différents secteurs, je dirais, les différents secteurs je dirais, de l'action humanitaire ou du travail qu'on est en train de faire sur le terrain. Et pour la qualité technique de ce guide, je pense que ça a été développé sur, je dirais, des expériences dans le passé, c'est-à-dire, par exemple, la crise Ebola il y a quelques années et les différentes inondations qu'il y a eu dans la région, etc. À chaque fois, on doit reprogrammer cette question de retour à l'école et comment faire. Des fois, on part un peu dans toutes les directions. Mais ce guide essaie de rassembler un peu tous les documents techniques ou tout l'aspect technique qui a été déjà développé pour essayer de faire, de les mettre dans un guide, je dirais, unique. Et aussi, ce guide va nous permettre de mieux nous préparer, c'est-à-dire en cas de nouvelles situations d'urgence. Donc, on n'aura pas à recréer parce que ce guide est déjà là et ça va nous permettre d'aller un peu plus vite dans tout ce qui est la réouverture des écoles avec tous les secteurs et les agences impliquées. Le prochain diapo, ouais, merci. En fait, ça, je vais juste vous donner un aperçu très rapide du guide Retour à l'école en toute sécurité. En fait, pour les ressources qui sont à l'intérieur de ce guide, on a 6 pages qui énumèrent, je dirais, les principales mesures ou actions à prendre en matière de santé, de nutrition, eau, hygiène et assainissement, de suivi, évaluation, éducation et protection de l'enfant, pour s'assurer de l'intégration entre les différents secteurs. Donc, c'est un peu pour reprendre le point fondamental de l'intégration du guide que j'avais présenté avant. Après, il y a après comment je peux dire ça, des annexes, un checklist aussi de 2 pages qui reprend un peu toutes les principales actions à suivre par un directeur d'école ou un enseignant ou un comité scolaire. Donc, ça reprend un peu l'esprit de la communauté scolaire. Qu'est-ce que ces entités-là doivent faire pour un retour effectif et en toute sécurité à l'école. Et en termes d'annexes techniques qui sont attachées à ce guide, on a 7, je dirais, principales annexes.
On a la campagne participative et inclusive de retour à l'école. On a un peu synthèse de gestion des absences au niveau des écoles, qui est système de gestion des absences au niveau des écoles, qui est un aspect très important dans le suivi, en plus de la scolarisation, mais aussi de la présence effective des enfants dans les écoles. Et en fait, on a l'annexe aussi qui permet aux enseignants de retourner à l'école. Donc, dans ce guide, on a un peu reprend en compte les besoins des enseignants aussi pour retourner à l'école et tout ce qui est santé mentale et soins appui psychosocial pour les enfants à mesure que les écoles sont en train de rouvrir. Et après, on a la planification, continuité de l'éducation participative et de la protection. Et on a adaptation pour les camps, parce que dans nos contextes, que ce soit au niveau du Mali, du Niger et Burkina, il y a pas mal de déplacés internes, etc., qui sont dans des camps. Donc, il y a une annexe qui reprend un peu les adaptations pour les interventions au niveau des camps. Et après, il y a les messages de plaidoyer qui sont inclus dans ce guide aussi en termes d'annexe. Après, on va passer à qui devrait utiliser ce guide. Donc, je pense que le guide a été développé, on appelle, c'est pour les praticiens, les personnes qui travaillent dans l'éducation, mais c'est pour tous les programmes. Donc, c'est pour tous les équipes programmes qui travaillent au niveau des différents secteurs. C'est aussi pour les équipes de coordination, même si ce n'est pas pour les gens qui sont directement impliqués, qui sont sur le terrain, mais ça reprend un peu l'esprit de la coordination, comment coordonner, comment travailler ensemble. Et ça prend aussi tout l'aspect de plaidoyer, le travail qui doit être fait pour un peu promouvoir l'éducation en situation d'urgence. Et en plus, ce guide montre, je dirais, la voie de comment travailler un peu entre les différentes agences au niveau des clusters, au niveau des partenaires qui sont présents dans le même pays et aussi à l'intérieur d'une même organisation ou agence, comment travailler entre les secteurs. Donc, c'est un peu l'intersectorialité de ce guide. Et le guide est adapté, je dirais, à tous les différents contextes. Même si c'était développé au moment de COVID, mais ça reprend en compte que ce soit s'il va y avoir une autre crise quand je peux dire ça, qui aboutit à la fermeture des écoles. Donc, ce guide peut être utilisé pour la réouverture, quel que soit, je dirais, l'aspect de la crise, que ce soit conflit ou désastre, catastrophe naturelle. Ce guide a été développé, je dirais, autour de 6 points, comment je peux dire ça, 6 principes clés, même si dans le diapo, il y a un, mais on a 6, je vais vous le dire. On a l'approche intégrée, c'est-à-dire qu'on reprend vraiment comment tous les secteurs peuvent travailler ensemble. Et après, le guide met beaucoup l'emphase sur la participation des enfants et des jeunes, c'est-à-dire donner une voix aux personnes vraiment concernées, ce sont les enfants, les jeunes, avec qui on travaille. Et le guide prend en compte aussi l'aspect genre, inclusion et accessibilité, qui sont, je dirais, des problématiques, je dirais, transversaux qui doivent être adressées au niveau de l'éducation en situation d'urgence. Et ça reprend un peu les besoins et les pratiques qui sont en cours dans l'ensemble de la communauté des écoles. Et ça donne aussi, quand je veux dire, le guide reprend un peu, construit sur des structures qui sont déjà existantes. C'est-à-dire, il y a pas mal de documents techniques qui ont été déjà développés. Donc, le guide reconstruit dessus. Si on prend par exemple tous les standards au niveau de INE, etc. Et ce guide permet aussi de faire un pas vers ce qu'on appelle la résilience. Ça ne permet pas non seulement de faire le retour à l'école, mais c'est comment faire que ce retour soit fait, je dirais, en toute sécurité et comment nos actions peuvent être pérennes en utilisant ce guide comme principe. Je pense que je vais m'arrêter là pour la brève présentation du guide et je vais repasser la parole à Emeline qui va annoncer le prochain intervenant.
Merci Serge, merci beaucoup pour cette présentation. Et si les participants ont des questions plus précises à la fin de ce webinaire, n'hésitez pas à les adresser dans la boîte de questions-réponses en précisant le prénom de Serge. On va maintenant passer à un exemple thématique. On va parler du WASH avec Martha Chena, qui est conseillère éducation pour le NRC au Bureau régional de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je vais juste reprendre, voilà, pour mettre la présentation de Martha. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez... C'est bon, Martha, tu vois l'écran? Oui, oui, c'est bon, merci Emeline. Ok, et voilà, à toi la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Comme nos collègues Emeline et Serge viennent de dire, ma présentation est visée à vous montrer un peu l'approche éducation WASH que NRC a mis en place pour appuyer les écoles pendant cette crise de Covid. Donc, en s'inspirant un peu au guide sur les retours à l'école en sécurité, on a, depuis la crise Covid, intensifié toute discussion intégrée entre les équipes éducation et WASH. À la fois pour soutenir la sensibilisation et la lutte contre la propagation du virus, mais aussi en vue de la réouverture des écoles qui s'est déjà fait dans certains pays de notre région ou qui se fera lors de la grande réouverture en septembre-octobre. Donc, on a commencé, disons, par établir un calendrier d'appui à la réouverture partielle des écoles qui s'est fait dans certains pays, Mali, Cameroun, Niger, Burkina, pendant les mois de juin. Et donc, on a organisé des ateliers régionaux avec les équipes éducation et WASH pour justement permettre d'établir un peu les grandes lignes en termes de besoins, défis, barrières, mais aussi pour identifier un peu les solutions potentielles à ces problèmes et les opportunités pour échanger des bonnes pratiques, pour le développement des outils et vraiment pour le développement d'un plan de travail détaillé au niveau de chaque pays. Pendant le mois de juin et juillet, on a donc aussi prévu mener des évaluations conjointes. Certains ont déjà eu place dans les écoles ciblées, tout en appuyant les écoles qui ont décidé de réouvrir partiellement pendant le mois de juin. Le mois de juillet sera dédié à définir plutôt les priorités et l'élaboration de plans d'action intégrés pour la grande réouverture du mois de septembre-octobre. En août, on aura donc la mise en œuvre des interventions à mi-terme qui permettront la réouverture en sécurité des écoles lors de la rentrée. Et à partir d'octobre, on voudrait se concentrer plus sur la mise en place d'interventions à long terme pour justement promouvoir un peu plus les changements de comportement au sein des écoles. On peut passer à la slide suivante. Émilie? Ah, zut. Oh non. Ok, mais c'est... Oh, voilà, c'est pas grave. Je peux... Désolée, Ouais, c'est pas grave. Donc, voilà. Je vais donc vous donner un tout petit aperçu sur notre intervention au Mali. Notamment, le Mali est un des pays qui a décidé de réouvrir les écoles le 2 juin pour permettre aux enfants en classe d'examen de rentrer aux écoles et de se préparer pour les examens nationaux. Donc, on a, pour appuyer cette rentrée qui s'est faite assez rapidement
On a mené des évaluations conjointes WASH Éducation sur un échantillon de 10 écoles dans la région de Gao pour identifier quels étaient les besoins à court terme pour pouvoir réouvrir l'école en sécurité. En parallèle, on a mis en place un soutien envers les écoles qui ont réouvert. Notamment, on a soutenu 4 écoles secondaires dans la région de Gao et Tombouctou. Et on a réouvert 57 centres d'éducation non formels soutenus par NRC dans le nord du pays. Et 3 centres pour les jeunes aussi. Donc, en quoi consistait notre appui? Notamment, on s'est laissé inspirer, bien sûr, du guide sur les retours en sécurité à l'école. Bien entendu que c'était un retour partiel et un retour qui s'est fait assez rapidement. Et donc, on a pu mettre en place des interventions des bases. De soutien des bases. Donc, on a, dans notre appui, on a bien sûr inclus toute une composante soft de sensibilisation et donc sur les mesures de prévention avec des messages clés adaptés aux enfants, mais aussi pour les enseignants et les personnels des écoles. On a distribué des masques, des kits de protection, tout en restant en ligne avec les recommandations du gouvernement malien. On a aussi installé des stations de lavage de mains, distribué du savon et du gel hydroalcoolique dans tous les établissements scolaires qu'on a soutenus. On peut passer peut-être à la slide suivante qui nous montre un peu les résultats de l'analyse de la collecte des données qu'on a fait dans la région de Gao, dans les 10 écoles. Donc, on a essayé vraiment de tester un peu, d'observer les connaissances et la mise en pratique des mesures de prévention contre le Covid. Et on a vu que l'utilisation du gel hydroalcoolique est assez peu réaliste pour ce contexte-là, vu les coûts et les difficultés en approvisionnement. Le fait d'éviter de se toucher et de se donner la main pose des problèmes au niveau de changement du comportement, donc habitudes aussi culturelles. Le port de masque, par contre, est beaucoup plus accepté et diffusé au sein des communautaires, vu que c'est aussi une obligation nationale. En ce qui concerne le respect des distances des 1 mètre entre les personnes, les élèves et les enseignants, cela est assez respecté. Bien sûr, c'est à noter que la rentrée du mois de juin a été plus facile, si on peut dire ça, parce qu'on a un effectif d'élèves réduit par rapport à l'effectif normal qu'on aura lors de la rentrée d'octobre. Donc, cela posera certainement des problèmes et des difficultés et la nécessité de réaménagement des espaces lors de la grande rentrée en octobre. Le fait d'éternuer dans le pli du cou ou tousser dans le pli du cou pose aussi des difficultés de changement de comportement. Et le dernier point, l'approvisionnement en eau reste un grand défi à long terme dans le nord du Mali et donc pose des problèmes au niveau de lavage de mains assez fréquent. Donc cela nous a aidé un peu à définir les priorités pour notre intervention lors de la réouverture. On a aussi regardé un tout petit peu les infrastructures de ces écoles-là. Et on a remarqué, voilà, sur 10 écoles, il n'y avait qu'une école qui avait une station de lavage de mains. Dans toutes les écoles qu'on a observées, les latrines n'étaient pas propres et il n'y avait pas de station de lavage de mains à la sortie des latrines. 9 sur 10 écoles n'avaient pas d'approvisionnement d'eau régulier.
et aucune école avait un module sur l'hygiène intégré dans le curriculum. Donc, en général, on a observé quand même un problème de manque de culture d'hygiène en général. Comme vous pouvez voir sur cette dernière slide, en fait, ce qu'on a voulu faire à travers les évaluations, l'analyse des données, les échanges et les ateliers régionaux, c'est d'établir un peu où l'on est aujourd'hui dans ces pays et quelles sont les priorités qu'on a identifiées pour le mi-terme et où on voudrait être d'ici un an dans le long terme. Donc, aujourd'hui, c'est sûrement clair qu'il y a un problème de sensibilisation à l'hygiène en général. Il y a des difficultés à mettre en place certaines mesures de prévention sur le Covid. Il y a un faible accès à l'eau et un faible approvisionnement en termes de kits, donc savon et gel, mais aussi en termes de présence des stations de lavage de mains, par exemple, dans les écoles. Et le système de gestion des infrastructures n'est pas en place. Donc, ce qui nous amène à identifier comme priorité, bien sûr, en première place, la promotion de l'hygiène et la sensibilisation, l'approvisionnement en eau et stockage d'eau aussi dans les écoles, l'installation des stations de lavage de mains dans toutes les écoles et la fourniture de savon et autres fournitures, kits de prévention. Dans les longs termes, et ça, ce sont des activités qu'on va pouvoir faire vraiment dans les mi-termes, là, pour la réouverture du mois d'octobre. Alors que dans les longs termes, on voudrait bien travailler un peu plus sur les changements du comportement et donc la promotion d'une culture d'hygiène dans les écoles. Bien sûr, pour ce faire, il faut tout un travail de planification, budgétisation, évaluation, développement d'outils, support technique, développement des propositions, et pour le mi-terme et pour le long terme. Donc, je voudrais juste terminer mon intervention pour dire qu'on pense que le Covid nous a certainement posé beaucoup de difficultés et de défis, mais on peut aussi le voir comme une opportunité pour pouvoir donner un peu plus d'attention aux besoins en termes d'eau, hygiène, assainissement, notamment dans le milieu scolaire. Et donc, essayer avec les ressources qu'on pourra avoir accès pendant cette période de crise, répondre aux besoins de base et des changements de comportement qui étaient là même avant le Covid-19 et qui peuvent nous aider à surmonter des problèmes, des crises, des maladies, même après le Covid-19. On espère bien qu'il y aura bientôt un après. et donc, à améliorer en général les espaces d'apprentissage et à les rendre plus sécurisés, plus inclusifs et plus favorables à l'apprentissage et à l'encadrement des enfants. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, Martha. Et je m'excuse pour le petit problème avec la présentation. J'espère que ça n'aura pas gêné le suivi. On va maintenant passer à la présentation de Charlotte, Charlotte Berquin du HCR. Et l'écran va réapparaître. Donc Charlotte qui est elle aussi spécialiste éducation pour le bureau Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Charlotte, je te laisse la parole. Merci Emeline. Ok, super. Oui, donc en complémentarité avec ce que vient de présenter Martha et notamment avec les priorités qu'elle vient de mentionner par rapport à la réponse, aux axes de réponse, je vais vous parler un petit peu de ce qu'est en train de faire le HCR dans la région. Donc ici, au niveau du bureau régional pour le HCR, on couvre 21 pays dans la région. Les 21 pays que vous voyez sur la carte de la première slide. Pour nous, l'Afrique de l'Ouest et du Centre, enfin, le découpage est fait de telle sorte que ça n'inclut pas la RDC. Donc, c'est vraiment les 21 pays que vous voyez sur la carte. Dans ces 20 pays, on compte actuellement environ 700 000 enfants réfugiés et plus de 2 millions d'enfants déplacés internes. Prochaine slide, s'il vous plaît.
Merci. Alors, tout à l'heure, Serge a mentionné qu'effectivement, dans le guide, il y avait une annexe particulière qui était consacrée aux écoles, notamment de camps, aux adaptations qui devaient être faites dans les situations de camps. Au niveau de l'inclusion des enfants réfugiés dans la région, la plupart des enfants réfugiés et a fortiori déplacés internes, mais sont inclus dans les écoles nationales. Dans certains endroits, là où notamment il y a des camps de réfugiés ou ce qu'on appelle des sites de réfugiés, les écoles peuvent encore être managées par le HCR ou parfois co-managées entre le gouvernement et le HCR. Quoi qu'il en soit, l'approche du HCR, c'est de soutenir l'ensemble des écoles qui accueillent des réfugiés et des déplacés internes, qu'elles soient qu'elles soient dirigées, entre guillemets, qu'elles soient managées par le HCR ou par le gouvernement. L'approche du HCR, c'est de s'assurer que l'ensemble de ces écoles soient sûres pour fonctionner et que des mesures équivalentes soient prises pour garantir la sécurité des enseignants et des apprenants dans ces écoles. Lorsqu'on parle d'écoles de camp, les normes d'eau, hygiène et assainissement, donc EHA pour les écoles situées dans les camps, sont basées à la fois sur les normes sphères et sur les normes minimales de l'INE, tandis que dans les écoles d'accueil ou les écoles communautaires d'accueil, ce sont les gouvernements nationaux qui fixent les normes d'accueil et les normes EHA. Mais l'idée, c'est d'essayer d'avoir une harmonisation de l'ensemble de ces normes pour que, comme je le disais avant, les conditions de sécurité et d'accueil soient les mêmes pour tout le monde. Le HCR a fait en sorte dans la région qu'il y ait une approche coordonnée dans les pays où on intervient, à la fois entre le cluster éducation et le GLPE, donc les groupes locaux des partenaires de l'éducation, et également de faire en sorte que les recommandations qui sont prévues dans le guide soient aussi adaptées au contexte particulier de chaque pays. Comme l'a rappelé Serge, il y a une coordination essentielle qui doit être faite dans la réponse entre les secteurs de l'éducation et les secteurs santé, nutrition et EHA, mais cette coordination doit aussi se faire en accord avec le contexte du pays. Et bien que les recommandations soient assez exhaustives et spécifiques dans le guide, on sait qu'on ne va pas pouvoir forcément tout mettre en œuvre dans tous les contextes. Donc, l'idée, c'est aussi de vraiment travailler en coordination à la fois au niveau du cluster et du LEG avec le gouvernement pour pouvoir avoir l'approche la plus contextualisée possible. À titre d'exemple, au Mali, le HCR a dirigé le processus de conception et de contextualisation du protocole Covid pour la réouverture des écoles au sein du cluster éducation et sous la houlette du ministère de l'Éducation. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc slide suivant. Merci beaucoup. Vous avez vu probablement que dans le guide, la réponse est séquencée donc à la fois par secteur et par une répartition chronologique avant la réouverture des écoles et après la réouverture des écoles. Donc là, je ne vais pas vous lire ce qui est écrit sur la diapo, mais en gros, j'ai essayé de mettre les interventions principales qui ont été soutenues par le HCR avant et après la réouverture des écoles, sachant qu'il y a des actions communes et aussi qui se répètent dans le temps, comme la désinfection des locaux avant la réouverture. On va retrouver après la réouverture un nettoyage régulier et un entretien régulier des infrastructures, les kits EHA, donc savon, produits désinfectants, etc., qui doivent être renouvelés régulièrement. Le HCR a aussi soutenu et installé de nombreux postes de lavage des mains dans de nombreuses écoles, des latrines, des pompes à eau solaire, des forages pour l'accès à l'eau. Nous avons également équipé des enseignants et des élèves en masques lavables. Nous avons organisé de nombreuses sensibilisations communautaires et formations des enseignants aux bonnes pratiques de prévention Covid dans les écoles. Un point qui est important, et je vais vous montrer un petit exemple en vidéo si ça marche, Inch'Allah, juste après.
c'est l'engagement de toute la communauté éducative. L'approche participative est particulièrement mise en exergue dans le guide, et c'est quelque chose que nous, au niveau du HCR, on a vraiment essayé de mettre en place pour faire participer toute la communauté éducative, notamment les enseignants réfugiés, les étudiants réfugiés, pour organiser des actions de sensibilisation et de formation. Et donc, juste après, il y aura un exemple de ce qu'on a pu faire, de ce que les étudiants réfugiés eux-mêmes ont pu faire pour s'engager auprès de leur communauté. On a également organisé et prévu, à la suite de la réouverture des écoles, des activités de renforcement des capacités des enseignants et du personnel éducatif en EHA, mais aussi en santé mentale et en soutien psychosocial. Au niveau des clusters, on participe aussi à la réflexion, donc à la fois au niveau du cluster éducation et des clusters WASH, à différentes introductions de jeux dans les écoles, comme le jeu de WASH United par exemple, ou différents jeux qui permettent aux élèves, grâce au dessin, grâce aux jeux, de maîtriser notamment le cycle de la contamination et de prévention contre le Covid. Voilà, alors la prochaine slide, en fait, l'idée de cette slide, c'était de vous montrer un petit exemple animé de ce qu'on a pu faire pour l'engagement communautaire et l'engagement des étudiants réfugiés eux-mêmes. Donc, Emeline, est-ce qu'on peut essayer de mettre la vidéo? Donc ça, c'est une vidéo qui a été faite avec les étudiants réfugiés au Tchad. Voilà, c'est parti, en croisant les doigts. Juste un petit point, ça va? Tout le monde entend? Oui, je pense que c'est bon. Je continue. Super, voilà. Merci. Merci, Emeline. Bon, je suis désolée pour la qualité de la vidéo qui était moyenne, mais j'espère que vous avez quand même saisi l'essentiel. Donc ça, c'est juste un exemple parmi d'autres de vidéos qui ont pu être réalisées avec des enseignants, des étudiants réfugiés pour diffusion au sein des communautés, au sein des écoles, etc. Merci. Diapo suivante. Ok, donc en termes un petit peu de prochaines étapes et de qu'est-ce qui va être fait à court et moyen terme, le HCR est en train de travailler avec les différents bureaux pays pour mener à bien un exercice de collecte de données, donc qui devrait avoir lieu sur le mois de juillet. Qui combinera une checklist axée sur la préparation des écoles à fonctionner de manière conforme aux directives sur le fonctionnement sûr des écoles afin de réduire la propagation du virus, mais qui permettra également de recueillir des informations générales sur la qualité des infrastructures EHA dans les écoles des camps et dans les écoles des zones d'installation des réfugiés dans la région. Le contenu de cette étude sera basé sur les directives interinstitutions, donc interagences sur la réouverture sûre des écoles, donc notamment le guide que l'on présente aujourd'hui, mais également le guide qui était paru par le IASC sur la prévention et le contrôle du Covid dans les écoles. Donc à court terme, à moyen terme, l'idée d'avoir cette collecte de données précises, c'est évidemment de pouvoir faire un plaidoyer en faveur d'un investissement accru dans le secteur EHA dans les écoles. Et je répète ce que j'ai dit juste avant, l'idée, ce n'est pas seulement de se concentrer sur les écoles des camps de réfugiés, mais également sur toutes les écoles nationales qui se trouvent dans les zones d'accueil des réfugiés. Puisque dans les situations où on n'a pas de camp, ou même d'ailleurs dans certains pays où on a des camps, la plupart du temps dans la région Afrique de l'Ouest et du Centre, c'est d'ailleurs une des régions pionnières
dans ce domaine, les réfugiés sont inclus dans les écoles nationales. Et toute l'approche du HCR, c'est de soutenir cette inclusion. C'est absolument pas de travailler sur des systèmes parallèles, c'est de soutenir les systèmes nationaux. Donc, l'idée de cette collecte des données, à la fois sur les écoles nationales qui accueillent des réfugiés et sur les écoles de camp, c'est comme je disais au début de la présentation, d'avoir une baseline un petit peu solide pour pouvoir faire un plaidoyer pour le renforcement de ces infrastructures dans l'ensemble des écoles, pour que les standards soient les mêmes dans toutes les écoles. Et dernier point qui est important, parce qu'on parle beaucoup de l'ODD 4 pour le lien avec l'éducation, mais l'ODD 6 qui correspond donc à eau propre et assainissement pour tout le monde d'ici 2030. Donc l'idée de cette étude, c'est aussi de rendre visible le secteur EHA dans les écoles pour pouvoir s'assurer que les données EHA dans les écoles, donc encore une fois dans les camps, mais aussi dans les écoles nationales qui accueillent des réfugiés, puissent être incluses dans les rapports sur les progrès vers la réalisation des cibles de l'ODD 6 sur l'eau et l'assainissement au niveau pays. Voilà, je vais m'arrêter ici, mais je répondrai à vos questions avec plaisir par la suite. Merci. Merci beaucoup, Charlotte. Ça nous permet de voir voilà, comment vous avez géré les urgences qui se sont greffées aux difficultés quotidiennes des pays dans lesquels vous travaillez. On va en fait adapter le déroulé à un petit problème technique que nous avons avec un collègue. Donc, on va maintenant passer directement à la section protection et on reviendra en arrière pour fermer sur la section éducation et la stratégie de réouverture du Mali. Donc, je m'adresse aux collègues Amanda et Aimée de Save the Children. Ça va être à vous d'intervenir maintenant pour que ça soit plus cohérent du coup. Donc, Amanda Azali est conseillère technique régionale pour la protection des enfants en mobilité à Save the Children International. Et on a aussi Aimé Djenebi-Trazier qui est conseiller technique en protection et genre à Save the Children en Côte d'Ivoire. Je vous remercie du coup d'être là et de convenir spontanément au changement de déroulé. Donc, je laisse la parole à Amanda, c'est bien ça ? Oui, exactement. Bonjour Merci. Amélie, bonjour à toutes et à tous. On va parler un peu de l'intégration entre la protection de l'enfance et l'éducation. Vous connaissez tous les standards minimaux de l'INEE par rapport à l'éducation. Nous aussi, en protection, on a des standards minimaux qui sont un peu... disons notre Bible, les standards minimums pour la protection de l'enfance en action humanitaire. Il existe aussi la version en français, bien évidemment, c'est de l'Alliance pour the Child Protection for Humanitarian Action. Je vous invite à télécharger parce qu'il y a un chapitre et un standard sur l'intégration entre éducation et protection. Qui nous donne un peu un principe guide sur comment intégrer ces deux secteurs qui sont deux secteurs naturellement complémentaires parce que bien évidemment l'éducation d'un point de vue de la protection est un moyen très efficace de protection de l'enfant sur le court terme mais aussi dans le long terme. L'impact sur le futur et sur la vie de l'enfant de l'éducation, je pense que c'est indéniable, mais aussi de l'autre côté, un enfant protégé a un résultat éducationnel vraiment beaucoup plus positif. Donc, le standard 23, je disais, c'est le standard de l'intégration entre éducation et protection. Il dit que tous les enfants ont accès à une éducation de qualité qui est protectrice et inclusive et qui promeut la dignité et la participation
des enfants, bien évidemment, dans toutes les activités essentielles. Donc, et cette intégration doit se faire dans toutes les étapes clés de la vie d'une activité ou d'un programme. Je vais vous donner un exemple parmi énormément, il y en a énormément d'activités qui peuvent être faites conjointement dans toutes les étapes. Donc, par exemple, pour la préparation, dans l'étape de la préparation, on a les développements, on peut faire le développement des programmes d'apprentissage des enseignants qui soutiennent un environnement protecteur. Donc, il y a différents packages innés, mais il y en a aussi en protection de l'enfance. Là, je vais citer l'apprentissage socio-émotionnel. Dans l'étape de l'évaluation des besoins et son analyse, on peut faire des évaluations conjointes qui se focalisent sur les barrières à l'éducation. À l'étape de la planification, on peut bien évidemment planifier pour adresser les barrières qu'on a repérées à l'avance, mais aussi faire le suivi de certains groupes particuliers. Dans l'étape de la mise en œuvre, on peut faire le monitorage de l'utilisation des voies de référencement, mais aussi faire le plaidoyer au gouvernement qui n'ont pas encore fait pour l'approbation de la déclaration des safe schools. Et au niveau de l'évaluation, on peut collaborer avec les enfants, leurs familles et les communautés afin d'évaluer l'impact de l'éducation de qualité sur la protection des enfants. Slide, please. Save the Children, quand il y a eu la déclaration de pandémie globale sur le COVID-19, a institué au niveau global un groupe de travail sur le COVID-19, bien évidemment, sur comment adresser les questions liées au COVID-19 en tant qu'organisation de façon structurée. Et l'unité de protection des enfants tout de suite dit que pour nous, la priorité devait être les enfants qui étaient restés en dehors de l'école comme focus de protection. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup plus vulnérables à la violence domestique. La violence domestique est accrue suite aussi à des raisons de stress qui sont directement ou indirectement causées par la pandémie. Il y a aussi un soutien sur la santé mentale et le soutien psychosocial qui est en train de se faire, mais aussi la prévention et la mitigation des mécanismes d'adaptation négatifs, surtout pour les enfants les plus âgés, comme par exemple les pires formes de travail. On a aussi essayé de soutenir les membres de la communauté, les enfants et les familles pour une meilleure protection à base communautaire. Et après, il y a aussi les soutiens aux enfants des groupes particuliers, comme par exemple les enfants déplacés ou les enfants dans les camps, dont Charlotte parlait tout à l'heure. Donc, slide, please. Pour ce qui concerne la guide Back to School, il y a eu une très grande intégration entre les équipes éducation et les équipes des techniques sur la protection de l'enfance. Bien évidemment, ça a été lourdement inspiré par les standards minimums de l'INE, celui de ACFA, mais aussi d'autres standards. Et le retour à l'école, d'un point de vue de protection, se divise surtout en deux phases. C'est la phase de préparation au retour et à la phase après le retour. Donc, avant le retour, bien évidemment, on veut préparer les enseignants et les autres personnels
à répondre aux besoins de santé mentale, au soutien psychosocial, mais aussi de protection des élèves. On veut bien s'assurer que les voies de référencement des mécanismes de protection soient actifs, fonctionnants, et aussi organiser les acteurs de la protection de l'enfance, y compris les travailleurs sociaux, au soutien de la ouverture. Et dans certains cas, ça peut aussi vouloir dire qu'on va faire des porte-à-porte. Pour ce qui concerne la phase de réouverture de l'école, il faut s'assurer que l'intégration et les références, l'intégration continue après la réouverture. Donc, assurer le soutien psychosocial qui soit existant et qui soit continu, soutenir la gestion du stress et prévenir les punitions, lutter contre la stigmatisation aussi à travers un langage non stigmatisant. Et en dernier, se préparer à des futures fermetures parce que ce soit moins stressant que celui qu'on vient d'avoir. Voilà, je pense que c'est tout. Merci beaucoup. Très bien, Amanda. Je pense que c'était très complet comme présentation. On va maintenant passer à la présentation d'Aimé, qui va nous en dire plus sur le retour à l'école. Bonjour à tous. Alors, je suis donc Djennebi Trazi Aimé de Servitude en Côte d'Ivoire. Je vais maintenant vous partager donc l'expérience de la Côte d'Ivoire pour un retour à l'école des enfants en sécurité et en sûreté. Il est toujours intéressant de rappeler le contexte. Il faut dire que la pandémie du Covid-19 a eu un impact énorme sur la population ivoirienne en général et en particulier sur les enfants. Il faut dire que cette pandémie menace le droit des enfants, notamment le droit à la protection et également le droit à l'éducation des enfants. On a tous constaté la fermeture généralisée des écoles. Et donc, à l'heure de la réouverture, deux questions essentielles se posent. Alors, comment nous allons protéger les enfants contre la COVID-19? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est comment nous allons donc protéger les enfants contre les abus, les violences au cours de l'année scolaire. Et il faut dire que, comme réponse, le gouvernement ivoirien a proposé un protocole de réouverture dans lequel des protocoles, la question de la protection de l'enfant n'était pas suffisamment prise en compte. Il faut dire que ce protocole met en exergue des actions essentiellement de lutte contre la COVID-19, qui se résument aux mesures de protection contre la COVID-19, à la distribution des masques et des gels hydroélectroniques et alcooliques aux enfants et aux enseignants, au respect des mesures de distanciation sociale. Nous avons trouvé que cela n'était pas suffisant parce que l'aspect protection de l'enfant n'était pas pris en compte. Et donc, nous avons proposé les actions suivantes. Alors, en termes de prévention, nous avons proposé qu'il faut renforcer les capacités des enseignants sur les droits des enfants, renforcer également les capacités des COGES et des CMF sur la parentalité sans violence. Il faut noter que les COGES c'est un comité de gestion des écoles composé essentiellement des parents d'élèves. Et les CMF, c'est un club de mères et élèves filles, c'est-à-dire les femmes qui ont un enfant fille à l'école. Alors donc, nous avons ciblé ces deux groupes. Question donc de les former sur la parentalité sans violence pour que les enfants soient vraiment en sécurité au niveau familial. Mais aussi
que ces deux comités, ces deux groupes puissent appuyer la communauté éducative dans la gestion des enfants. Sensibiliser les élèves sur les effets néfastes de la stigmatisation. Il faut dire qu'il y a des enfants qui ont été malheureusement atteints de cette maladie, ou il y a des enfants également dont les parents sont malades du Covid. Donc l'idée, c'est vraiment de sensibiliser ces enfants-là, les autres élèves, pour ne pas qu'ils stigmatisent ces enfants qui sont dans cette situation et que la violence soit estompée. Nous avons prévu également redynamiser les clubs d'enfants dans les écoles. Donc, renforcer ces clubs sur les mesures de prévention contre le Covid, mais surtout sur les notions de protection de l'enfant. Parce qu'il faut noter que pendant cette pandémie, il y a eu beaucoup de cas de violence, de cas d'abus qui ont été signalés. Et donc, c'est au vu de cela que nous avons prévu renforcer donc, ces clubs d'enfants sur le mécanisme de signalement des cas d'abus et d'exploitation. Cela donc permettra à ces enfants de pouvoir signaler éventuellement les cas dont ils sont victimes ou qu'ils sont témoins. Et nous comptons aussi faire la promotion de la ligne VET. Et la ligne VET, c'est un call center, la 116, qui est logée à la direction de la protection de l'enfant, qui est une direction centrale du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Alors, il faut dire que ce call center permet de recueillir donc, les cas de violation de droits, les cas d'abus faits aux enfants, aux adultes également. Et ce call center permet également de référer ces cas d'abus vers les services sociaux les plus proches de la victime. Et donc, nous allons faire la promotion de cette ligne pour permettre aux enfants, parce que cette ligne, il faut le noter, l'appel est gratuit et donc il est facilement utilisable par les élèves, par les parents comme par les enseignants. Former également les leaders communautaires sur la discipline positive et sur la parentalité sans violence. Alors, il faut dire que la famille vit dans la communauté, l'enfant également vit dans la communauté et l'école aussi est dans la communauté. Alors, donc ici, c'est de vraiment former les leaders communautaires sur la discipline positive et la parentalité sans violence afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, communiquer cette méthode non violente de l'éducation des enfants aux parents dont ils ont la charge, soit au niveau de la religion, soit au niveau de la culture. Et donc, ces leaders communautaires seront chargés vraiment d'apporter, n'est-ce pas, ce message aux parents afin que la méthode violente dans l'éducation des enfants puisse être estompée. Diapo. Nous allons passer à la prochaine diapo. Emeline, voilà, merci. Alors, nous avons prévu également des actions de prise en charge et de coordination. Donc, au niveau de la prise en charge, nous comptons mettre en place ou redynamiser les plateformes protection de l'enfant dans les régions et les départements. Il faut dire que les plateformes protection, c'est, si vous voulez, un ensemble d'acteurs qui œuvrent pour la protection de l'enfant et qui sont basés dans les régions, qui tiennent des réunions, qui font ce qu'on appelle le système de référencement des cas pour assurer un continuum de soins aux enfants victimes. Et donc, nous comptons redynamiser cette plateforme pour qu'elle puisse appuyer, n'est-ce pas, répondre aux éventuels cas de violation des enfants dans les régions et dans les départements. Former également les travailleurs sociaux sur cette approche commune de Save the Children qui est le Step to Protect. Cela leur permettrait de mieux gérer, n'est-ce pas, les cas de protection de l'enfant qui leur seront assignés. Mettre en place des comités de protection de l'enfant dans les communautés. Alors, il faut dire que ces comités auront donc en charge non seulement de sensibiliser sur les questions de protection de l'enfant, donc les questions de droits de l'enfant, mais ce comité aussi va faire ce qu'on appelle le signalement des cas de violation des droits des enfants vers les structures sociales les plus proches. Nous allons également renforcer les enseignants sur les signes d'alerte en matière de protection de l'enfant. Donc, apprendre aux enseignants à connaître
les signes qui permettent d'identifier dans leur effectif un enfant qui est victime d'abus, un enfant qui est victime de violence, parce qu'il n'est pas toujours évident que l'enfant puisse communiquer ce qu'il vit à l'enseignant. Donc, ici, il sera donc question de former les enseignants, de les renforcer sur quelques signes qui pourraient leur permettre, n'est-ce pas, de reconnaître un enfant victime et de le référer aux structures de prise en charge. Alors, il est prévu également au niveau de la coordination, au niveau national, de programmer des réunions entre les groupes de coordination éducation et de protection de l'enfant. Il faut dire que dans le cadre de cette pandémie, il y a des groupes de coordination protection de l'enfant qui regroupent les agences, les structures étatiques, et donc qui tiennent des réunions régulièrement. Il est donc question ici de rapprocher, n'est-ce pas, ces groupes de coordination éducation à ceux de la protection pour qu'ensemble, on puisse peaufiner des stratégies et intervenir sur les cibles. Et au niveau régional, c'est de susciter la mise en place des plateformes de protection de l'enfant ou les redynamiser. Donc, cette plateforme-là va permettre de coordonner toutes les actions au niveau régional et au niveau local. Et cela permet aux acteurs non seulement de se connaître, et cela va agir aussi dans la prise en charge parce que cela va faciliter le référencement des cas. Et comme vous le savez, un seul acteur ne peut pas prendre en charge un cas de violation des droits d'un enfant. Il faut un continuum de soins pour être sûr que l'enfant victime est véritablement rétabli dans ses droits. Diapo. Alors donc, c'est fait un plaisir pour moi et je vous remercie pour votre écoute. Je reste toutefois à l'écoute pour les éventuelles questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Aimé. Après ces 4 premières présentations, on se rend compte que le guide a vraiment comment dire, c'est un guide vraiment complet avec une approche multi-agence qui approche des thématiques transversales. C'est vraiment une approche multisectorielle et qu'il s'est efforcé de travailler vraiment sur l'avant, le pendant et l'après de la crise Covid-19. On a notre collègue Mamadou Keïta, directeur national de l'enseignement fondamental au ministère de l'Éducation nationale du Mali, qui a pu nous rejoindre. Donc, on va passer la parole à Honoré Kabamba, qui est conseiller technique Save the Children, qui va brièvement nous parler donc de l'éducation en lien avec le guide. Et Mamadou complétera et nous présentera brièvement la stratégie pays avant de rentrer dans les questions-réponses. Donc, Méline, on va se remettre à la présentation rouge et blanche. Voilà, je vois que tu es sur le bon chemin. C'est bon. Donc, je laisse la parole à Honoré et je souhaite la bienvenue à Mahamadou parmi nous. Bonjour chers collègues, c'est un plaisir de partager avec vous l'expérience du Mali et particulièrement de Save the Children en ce qui concerne le retour à l'école des enfants maliens. En fait, Save the Children comme organisation travaille en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et aussi comme membre du cluster. Et dans cette perspective-là, nous avons déployé un certain nombre d'activités en réponse à la question Covid. Ainsi, ma présentation va devoir s'articuler sur un certain nombre de points. Et comme nous avons la présence du délégué du ministère, je vais devoir m'appesantir plus spécifiquement sur les actions, les interventions de Save the Children. Et mon collègue du ministère, certainement, il reviendra avec beaucoup plus d'emphase sur ce qui a été stratégie du ministère. Mais ce qu'il faut dire en termes d'intervention de Save the Children, en alignement au guide et à d'autres outils de Save the Children au niveau interne et au niveau global, et sur lesquels d'ailleurs certains de mes collègues sont revenus amplement, il faut dire que lorsque la pandémie a été déclarée au niveau global, Save the Children Mali a développé un plan de réponse.
un plan de réponse qui était multisectoriel. Et pour ce qui concerne l'éducation, nous y avons décliné un certain nombre d'activités en termes de préparation, en termes de réponse et également en termes de recovery. Mais particulièrement par rapport à retour à l'école, il faut dire que c'est depuis le 2 juin que le gouvernement a déclaré la réouverture des écoles. Et ces écoles-là, c'est uniquement les écoles dans lesquelles on retrouve ce qu'on appelle les classes à examen. Nous nous sommes dit, face à cette question des réouvertures des écoles, on pouvait intervenir, n'est-ce pas? Et nous avons axé nos interventions sur 3 axes principaux. Le premier axe, c'est la sensibilisation et la mobilisation communautaire. Le deuxième axe, c'est la mise en œuvre du protocole de prévention et de contrôle COVID en milieu scolaire. Et le troisième axe a consisté à l'appui au gouvernement et ainsi qu'à ses démembrements au niveau décentralisé, c'est-à-dire les académies et les CAP. En ce qui concerne la sensibilisation et mobilisation, qu'est-ce que nous avons fait à ce jour concrètement comme activité pour pouvoir aider, accompagner le ministère, les académies et les CAP dans cette réouverture des écoles? Déjà au niveau interne de Save the Children, dans une équipe multisectorielle regroupant mes collègues de la communication, mes collègues de la protection, mes collègues de la santé, nous avons créé un comité pour pouvoir adapter, concevoir des messages de sensibilisation sur le COVID, des messages de sensibilisation sur les mesures barrières, de manière à les disséminer dans les différentes communautés. Donc, nous avons à ce jour des messages qui ont été adaptés, qui ont été contextualisés et qui portent autant sur les mesures barrières que sur l'accompagnement des parents en termes d'apprentissage ou de la routine éducative. Ces messages-là sont présentement en train d'être diffusés dans les différentes radios communautaires avec lesquels nos différents projets éparpillés dans les différentes académies ont des accords de partenariat. Donc, il y a des émissions éducatives, il y a des émissions, il y a des sensibilisations qui sont en train de se faire dans les différentes régions et qui sont en train d'être suivies également par nos collègues qui sont sur le terrain avec l'appui de nos amis du ministère de l'Éducation, à savoir ceux des académies et également ceux de CAP. Bien sûr, toujours par rapport à ce volet mobilisation communautaire, nous avons procédé également à la dissémination dans les écoles, à la distribution dans les écoles des dépliants et des affiches. Un certain nombre de dépliants, des affiches ont été produites et disséminées dans les différentes écoles et qui nous permettent de sensibiliser les enfants, les enseignants, toutes les communautés sur les mesures barrières, n'est-ce pas, relatives à la pandémie de COVID. Et nous avons également, toujours dans ce volet de sensibilisation, travaillé avec les jeunes dans les différentes communautés pour des sensibilisations de porte-à-porte, des sensibilisations communautaires. Ça, c'est le gros d'activités menées par rapport au volet sensibilisation et mobilisation communautaire. Le gros à retenir en termes de bonnes pratiques, c'est cette intégration qui a eu lieu entre les différents départements au niveau de notre organisation. Nous avons eu la contribution de la protection, la contribution de nos collègues de communication, la contribution de nos collègues de la santé pour pouvoir concevoir des messages qui soient adaptés et qui répondent aux besoins liés au contexte. Le deuxième volet, le deuxième axe de nos interventions à ce jour porte sur la mise en œuvre du protocole de prévention et de contrôle COVID. Il faut dire, et le collègue du ministère le dira, il y a un certain nombre d'outils, un certain nombre de documents qui ont été élaborés par le ministère avec bien sûr l'appui du cluster dont Save the Children est membre, n'est-ce pas? Il y a notamment les notes d'orientation pour l'organisation des activités des petits groupes. Il y a les notes d'orientation, bien les protocoles sur le contrôle et la prévention du COVID dans les milieux scolaires. Nous avons procédé à la dissémination de ces différents documents, de ces différentes notes d'instruction-là dans les académies, dans les écoles. Parce que vous savez, Mali, c'est grand, n'est-ce pas? Et nos projets interviennent parfois dans des endroits où les autorités, les directeurs n'ont pas facilement de contact avec les autorités éducatives au niveau national. Donc, à travers nos collègues qui sont sur le terrain, nous avons appuyé les académies, nous avons appuyé les CAP, n'est-ce pas, en termes d'obtention des différents documents qui sont produits au niveau national et qui nous sont distribués par M. Mamadou qui est avec nous ici. Nous avons toujours, en termes de la mise en œuvre du protocole de prévention et contrôle COVID, fait les évaluations dans les différentes académies où nous implémentons nos différents projets et CAP, à l'évaluation de besoins, n'est-ce pas, en termes de kit wash. Il y a un travail qui a été fait au niveau du cluster éducation et wash et qui a fini par l'adoption d'un kit wash
adaptés au contexte Covid. Et partant de ces items, nous avons avec les amis sur le terrain, et c'est un travail qui continue d'ailleurs, identifié les besoins, les éléments manquants à ces kits WASH-là, de manière à les compléter. Mais sinon, il faut dire qu'en attendant même que ce travail ne finisse, nous avons appuyé le ministère de l'Éducation avec 35 000 masques lavables, et ce pour les académies de Mopti, les académies de Sikasso, les académies de Koutchala, les masques à distribuer à nos enfants qui sont dans les classes d'examen et pour lesquels les écoles ont été ouvertes. La distribution a eu lieu dans les différentes académies et les enfants sont vraiment contents de cette dotation qui a été faite là. Et il y a également la distribution de kits WASH dans certaines écoles, particulièrement dans l'académie de Sikasso, où les écoles pour lesquelles il y a eu ouverture ont eu à bénéficier des kits WASH, et c'est un travail qui continue même à ce jour dans ces académies-là. Donc, c'est le gros du boulot, le gros du travail qui a été fait en termes de mise en œuvre du protocole, n'est-ce pas, prévention et contrôle Covid. C'est plus en termes de dotation de tous les kits nécessaires pour prévenir et contrôler la maladie en milieu scolaire. Le troisième axe, le troisième domaine de notre intervention, c'était plus un appui institutionnel que nous avons voulu apporter au ministère de l'Éducation, représenté d'ailleurs ici par M. Mamadou. Donc, pour nous inscrire dans cette programmation du gouvernement, déjà à la veille du Covid, dès que la maladie avait été déclarée et que le ministère avait signé ce qu'on avait élaboré sa stratégie Covid en milieu scolaire, nous avons signé, nous, au niveau Mali, Save the Children et le gouvernement malien à travers la direction, un protocole d'accord d'appui, n'est-ce pas, à la poursuite des activités éducatives. Il y a un protocole qui nous lie à ce jour avec le ministère et à travers lesquels nous avons appuyé le ministère à développer un certain nombre d'outils, un certain nombre de supports, n'est-ce pas, pour permettre à ce que les enfants continuent à apprendre malgré le contexte de Covid. Et toujours en appui au gouvernement et à travers ces différentes entités, c'est l'appui, comme je disais, à la dissémination aux différentes notes instructives, non seulement de l'académie, non seulement du ministère, mais également les notes venant du cluster, tant au niveau national qu'au niveau global. C'est dans cette perspective, par exemple, que ce guide sur lesquels Serge s'est apaisanti bien avant a été partagé, disséminé dans nos différentes entités pour que les enseignants, pour que les directeurs, pour que nos staffs qui sont sur le terrain s'en imprègnent et puissent les aider dans la protection des enfants contre le Covid en milieu scolaire. Voilà brièvement les trois axes sur lesquels nous sommes en train de travailler, au-delà des autres activités que nous retrouvons dans notre plan de réponse humanitaire, sur lesquelles mes amis de la Côte d'Ivoire ont longuement, n'est-ce pas, parlé. Voilà ce que je puis dire. Et les autres activités, c'est en termes de prochaines étapes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Honoré. À la fin, en fait, du temps de présentation, donc je vais m'adresser à Mamadou qui nous fait l'honneur d'être présent et lui demander s'il pouvait conclure en fait la session de présentation de son point de vue au niveau du ministère de l'Éducation nationale, donc peut-être plus au niveau nous donner un point de vue institutionnel par rapport à son expérience et à la stratégie mise en place au Mali. En 2 ou 3 points et on va dire 3-4 minutes, si c'est possible pour vous, Mamadou, pour conclure et compléter ce que nous a dit Honoré. La parole est à vous, Mamadou. Émilie, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Merci si bien. Vous voulez mettre la vidéo, vous pouvez également, mais on vous entend très bien. Merci. Okay, merci bien. Donc, je dirais juste en 2 ou 3 mots, m'apaisantir sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est la continuité pédagogique. Honoré en a parlé tout de suite. Il s'agira pour nous d'assurer la continuité des activités pédagogiques durant la période de fermeture, parce qu'à un certain moment, les écoles étaient fermées, mais elles ont rouvert pour les classes d'examen depuis le 9 juin. Mais malgré tout, nous continuons cette activité de continuité pédagogique à travers la radio, la télévision, le téléphone et puis sur Internet.
Et nous poursuivons aussi l'information des élèves et des parents d'élèves et des collectivités par rapport à leur mobilisation autour de la formation à distance, parce que c'est la première fois qu'on initie cette activité-là. Nous avons été habitués aux formations en présentiel, mais avec la COVID-19, nous étions obligés d'initier cette activité-là et nous sommes en train de sensibiliser les uns et les autres autour de cette formation. Et quelque part aussi, nous avons commis nos académies d'enseignement, nos centres d'animation pédagogique et toutes les structures éducatives d'assurer le suivi et la coordination des activités de formation à distance sur le terrain et de nous faire les remontées d'informations afin que nous puissions réajuster là où il y a quelques difficultés. L'autre aspect, au-delà de la continuité pédagogique, c'est en fait la préparation de la réouverture. On avait donné des instructions à un certain moment à toutes nos structures éducatives de ne prendre que 25 élèves par classe. Comme vous le savez, au Mali, souvent, nous avons des classes qui sont assez quand même remplies jusqu'à souvent 50, 60 élèves. Mais face à la maladie, nous avons décidé de n'avoir que... Face à la maladie, nous avons demandé à ce qu'il n'y ait que 25 élèves par classe, donc à raison d'un élève par table-banc. Et le port du masque a été rendu obligatoire. À ce niveau, le gouvernement a décidé de doter tous les élèves candidats au niveau de tous les examens. Pour rappel, nous avons cette année 480 143 candidats aux différents examens, du fondamental au secondaire. Chacun de ces élèves-là a eu un masque. Et chaque personnel enseignant a eu un masque. Chaque personnel administratif scolaire a eu un masque. On a essayé, autant que faire se peut aussi, de doter tous les structures en kit de lavage des mains. Force est de reconnaître qu'à ce niveau, nous avons vraiment des difficultés parce que les besoins exprimés sont largement supérieurs aux disponibles. Mais on a essayé de faire avec ce qu'on a, mais en insistant sur le fait que les élèves et les personnels administratifs et personnels enseignants doivent tout mettre en œuvre pour faire respecter les mesures barrières. En collaboration avec certains partenaires, nous avons aussi décidé, ça aussi ce n'est pas totalement fait, d'afficher devant toutes les salles de classe les informations relatives à la COVID et on a essayé de mettre aussi à disposition du matériel désinfectant. On les a en fait prépositionnés dans les académies et dans les CAP au cas où on détecterait des cas dans les écoles. Voilà un peu pour compléter ce que Honoré a dit. Et toujours avec les partenaires, nous sommes en train de voir ce qu'il faut faire parce qu'il est prévu de rouvrir les classes intermédiaires, les classes sans examen. Donc, nous sommes dans ce processus-là et on est dans le processus aussi de fixation des dates des examens, donc des examens de fin d'année scolaire. Donc, quand ces dates-là seront connues, il va falloir prendre d'autres dispositions pour permettre aux candidats de passer les examens dans les conditions de sécurité sanitaire et autres. Voilà un peu, juste rappeler aussi que la COVID est venue trouver déjà que le Mali était dans une situation sécuritaire assez difficile, où nous avions beaucoup d'écoles qui étaient fermées au centre et au nord. Déjà, on était un peu rodés à délocaliser ces élèves-là des endroits non sécurisés vers les écoles sécurisées afin qu'ils puissent continuer à bénéficier de leurs cours. Cette année, c'est le même dispositif qu'on a mis en place pour les candidats aux différents examens. On est en train de travailler sur ce dispositif-là afin de les délocaliser, de les amener des endroits non sécurisés vers les endroits sécurisés afin qu'ils puissent passer leurs examens. Voilà, Émilie, ce que je pourrais ajouter à ce que Honoré a dit. Je vous remercie vraiment d'avoir associé le ministère de l'Éducation à ce webinaire. Merci bien. Merci à vous, Mamadou. C'est vrai que cette crise Covid-19 est vraiment venue se greffer à des questions et à des défis qui sont déjà très complexes. Donc, on est vraiment conscient de la difficulté de la mise en place, de la mise en œuvre des actions et des activités pour que les enfants puissent avoir un accès à l'école et continuer leurs apprentissages. Avant de faire la session questions-réponses qui va être vraiment écourtée, je tiens à remercier tous les panélistes, les conférenciers qui, malgré leurs agendas extrêmement chargés, ont pris le temps d'animer ce webinaire. Vraiment, merci beaucoup à toutes et à tous.
Nous allons vous adresser 2 questions générales dans ces 5 dernières minutes. Pour que ça soit un petit peu plus sympathique et parce que je suis moi-même un petit peu fatiguée de voir mon visage, j'aimerais vous inviter à mettre vos vidéos, les panélistes, comme ça variera un petit peu les images. Merci Amanda. Donc la première question, c'est une question générale sur le guide. Donc c'est peut-être Serge qui est le plus amené à y répondre. Est-ce que ce guide s'adresse seulement aux écoles et qu'en est-il du cas des centres de formation professionnelle des jeunes? Merci Emeline. En fait, ce guide, même si ça s'appelle du genre Safe Back to School, mais ça reprend un peu tout ce qui est les opportunités d'apprentissage, que ce soit pour les jeunes et pour les autres publics, par exemple, les centres d'éducation non formelle aussi. Donc, tous les principes, tous les principes de base de ce guide sont aussi, je dirais, applicables à quel que soit le centre de formation, que ce soit pour jeunes ou pour enfants. Oui, bien sûr, ce guide peut être très bien utilisé dans différents contextes, même si ça s'appelle du genre Safe Back to School ou retour à l'école en toute sécurité. Mais ici, l'école, comme vous allez voir dans le guide, on a défini le mot école comme toute opportunité d'apprentissage. Donc oui, ça s'applique aussi à n'importe quelle opportunité d'apprentissage, centre de formation. Merci Serge. Je laisse la parole à Méline pour la prochaine question. Alors la deuxième question était aussi une question générale. Donc c'était de savoir un petit peu si le volet d'apprentissage était pris en compte. La question était donc avec la fermeture des écoles pendant un long moment. Je pense qu'au moment de la réouverture, il est important qu'un plan de remédiation soit systématisé. Donc c'était un peu pour savoir, la personne voulait savoir au niveau de l'apprentissage s'il y avait des processus mis en œuvre pour la question de la remédiation. Peut-être qu'un participant ou une participante éducation peut apporter une réponse. Martha, tu peux revenir sur la question, s'il vous plaît? Alors la question, c'était de savoir au niveau éducation, est-ce qu'il y avait des solutions en termes de remédiation qui sont prévues et qui sont préconisées, notamment suite à une fermeture des écoles tant si longue? Oui, l'expérience du Mali, c'est que dans certaines entités, dans certaines contrées, il est prévu de récupération pour les enfants pour lesquels il y a eu suspension des enseignements presque pendant 2 mois. Et à Mopti, où je me retrouve, par exemple, dans certains de nos projets, il a été prévu, par exemple, que les activités aillent jusqu'au mois de juillet, n'est-ce pas, et d'autres jusqu'au mois de septembre. Tout dépend de certains cas, n'est-ce pas, des mesures à récupérer les retards qu'ils ont connus dans le respect de leur calendrier scolaire. Et d'autres, par contre, m'ont même dit qu'ils ont eu à retravailler sur leur horaire de manière à ajouter un certain nombre d'heures par jour pour que les enfants puissent arriver à récupérer, n'est-ce pas, le nombre d'heures perdues. Mais au niveau pays, de manière générale, il y a toute une réflexion qui est en cours au niveau du classeur éducation par rapport aux stratégies de récupération qui pourraient être envisagées au regard de tous ces mois que nous avons connus, non seulement de Covid, hein, mais le Mali, comme monsieur Mamadou l'a dit, on a connu bien avant le Covid presque 2 mois, 3 mois de grève. Donc, c'est une réflexion qui est en cours pour voir comment on peut récupérer ces mois perdus liés au Covid et également à la grève. Juste Merci un beaucoup. mot, Émilie, juste un mot. Oui, je vous en prie. Oui, en fait, au Mali, par rapport à la récupération, nous avons décidé, ça c'est valable pour tout le monde, hein, que ce soit ceux qui sont dans les écoles de formation professionnelle, ceux qui sont dans l'enseignement secondaire général ou fondamental. La semaine de travail, c'était 5 jours. Nous avons rallongé cette semaine de 5 à 6 jours. Les mercredis après-midi, on ne travaillait pas. On a récupéré les 2 heures du mercredi, plus les 4 heures du samedi matin, ce qui fait déjà 6 heures. Et on a élagué aussi les matières qui ne sont pas évaluées aux différents examens et récupérer les heures de ces matières-là pour les donner aux matières qui sont évaluées. Donc voilà, c'est un certain nombre d'actions que nous avons entreprises, mais les réflexions continuent pour voir comment les gens pourront rattraper le temps perdu. Juste ce que je voulais ajouter.
D'accord, entendu. Merci beaucoup pour avoir complété. On va terminer avec une question plus particulièrement pour Martha sur les recommandations pratiques pour mettre en œuvre les guidelines du guide pour assurer un retour à l'école en sécurité dans les environnements où les conditions de base en termes de WASH ne sont pas accomplies dans un contexte pré-Covid. Donc, Martha, est-ce que tu peux nous éclairer, nous apporter une réponse par rapport à ça? Les recommandations pratiques pour mettre en œuvre les recommandations du guide pour assurer un retour à l'école sécurisé dans des environnements où déjà avant Covid, les conditions de base en hygiène et en WASH n'étaient pas présentes. Oui, c'est une question difficile. En fait, ouais, c'est clair que dans notre région, il y a des problèmes préexistants de type WASH dans presque toutes les écoles. Comme je dis pendant la présentation, sur 10 écoles, il n'y avait qu'une école qui avait des stations de lavage de mains. L'approvisionnement d'eau n'est pas régulier et ça, c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre dans les courts termes, là, immédiatement. Donc, clairement, c'est pour cela qu'on est en train aussi de voir comment pouvoir mettre en place une stratégie plus à long terme aussi. Et donc, voir quelles sont les interventions qu'on peut mener là tout de suite et quelles sont les ressources dont on a besoin pour répondre aux besoins des bases pour assurer qu'il y ait une rentrée au moins sécurisée lors de la rentrée du mois d'octobre. Après, il y a toute une série d'interventions qu'il faudra mettre en place, bien évidemment, si les ressources seront là aussi, dans les longs termes, aussi sur le changement de comportement, etc. Dans tout ça, moi, je dis toujours que c'est important quand même d'impliquer NRC à participer au développement du guide. On insiste aussi pour impliquer les bailleurs de fonds dans ces discussions pour justement faire du plaidoyer et montrer quelles sont les difficultés de la mise en pratique de certaines entre ces mesures qui se posent surtout dans des contextes comme celui du Sahel ou de la région de l'Afrique centrale de l'Ouest. C'est clair que la mise en place de certaines recommandations a des implications énormes en termes de coûts, de budget, du nombre de bénéficiaires qu'on pourra soutenir. Donc, c'est important de faire du plaidoyer et de prévoir des interventions à long terme. Très bien, Martha. On a eu d'autres questions justement par rapport au plaidoyer. C'était adressé à Save the Children en Côte d'Ivoire, s'il y avait eu justement un travail de plaidoyer d'effectuer avec le gouvernement par rapport à un protocole qui tiendrait mieux en compte la protection de l'enfance au sein du cluster. Je sais qu'Amanda a dû nous quitter. Peut-être qu'Aimé peut répondre à cette question. Est-ce que vous savez s'il y a eu ce genre de travail d'effectuer? Oui, bien sûr, il y a eu un plaidoyer. Il faut dire que Save the Children travaille en partenariat également avec le gouvernement ivoirien. Et donc, il y a eu un plaidoyer pour que la question de la protection de l'enfant soit essentiellement prise en compte dans ce protocole. Comme je l'avais indiqué tout à l'heure, ce protocole mettait surtout l'accent sur la protection contre le COVID-19. Alors donc, il était question d'amener donc nos dirigeants, les responsables de l'éducation, à intégrer dans ce protocole les questions d'abus, de violence que pourraient subir les enfants. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Très bien. Merci beaucoup, Aimé. Malheureusement, nous arrivons à la fin du temps qui nous est imparti pour ce webinaire. Je vous rappelle aussi que l'INE a développé en partenariat et avec le groupe de travail sur le plaidoyer des messages de plaidoyer. La coalition éducation aussi a rédigé des messages forts de plaidoyer qui peuvent guider vos organisations justement pour appuyer leurs demandes auprès des dirigeants et auprès des bailleurs. Tout ça, vous pouvez le retrouver donc sur le site www.ine.org.
Si vous avez besoin de conseils techniques et si vous n'avez pas accès à certains documents parce qu'ils sont encore en anglais, n'hésitez pas à vous adresser à moi. Je pourrais vous orienter vers les documents en français ou bien vers des collègues qui pourront vous soutenir par rapport à ça. Voilà, le webinaire se termine. Un énorme merci à tous nos panélistes qui nous ont vraiment apporté beaucoup de réponses, mais qui ont aussi suscité des questions. Donc, les questions, vous les trouverez par écrit ultérieurement avec l'enregistrement de la présentation, les biographies et tout ce qui va dans le pack et dans le contexte de ce webinaire. Je vous souhaite une bonne continuation à toutes et à tous. Prenez soin de vous et j'espère qu'on se retrouvera pour un prochain webinaire avec l'INE. Merci encore à tous nos partenaires. Merci beaucoup à Méline qui m'a énormément aidée avec le côté technique aujourd'hui. Voilà, à très bientôt j'espère. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir, merci. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci. Ici. Au revoir. Au revoir.